Salut les aventuriers, aujourd'hui on vous emmène en mer à la rencontre des pirates. Un pirate ou pirates en grec désigne un bandit des mers. Le latin reprend le terme et le transforme en pirata, qui signifie qui tente la fortune, qui entreprend. Dans la Rome antique, le mot pirata désigne certes les brigands marins, mais de façon générale tout individu hors la loi. Au Moyen-Âge, la mer devient un élément indissociable du pirate qui exerce donc son activité sur les flots. Le pirate s'en prend aux navires qu'il croise afin de piller pour son propre compte. Il est donc à distinguer du corsaire, dont le nom apparaît entre le XVIe et le XVIIIe siècle, qui lui agit en temps de guerre et pour le compte de son gouvernement. L'image du pirate la plus populaire renvoie aux bandits du XVIIe ou XVIIIe siècle sévissant dans les Caraïbes. Et pourtant la piraterie a existé de tout temps et dans tous les endroits du globe. Plus intéressant encore, elle n'a jamais concerné exclusivement les hommes. Beaucoup de femmes se sont lancées dans l'aventure de la piraterie en compagnie de pirates hommes. Certaines ont embrassé des carrières retentissantes et un petit nombre d'entre elles ont eu leurs exploits suffisamment documentés pour être connus de nos contemporains. Nous allons vous présenter 5 d'entre elles. 5 femmes ayant vécu à différentes époques, au sein de différentes cultures, et qui ont illustré à leur façon le monde ô combien violent et palpitant de la piraterie. La première de ces femmes pirates que nous vous présentons s'appelle Alfhild de Gotland. Elle vécut au 5e siècle et était la fille du roi Sivard de Gotland, une île du sud-est de la Suède. Alfhild va basculer dans la piraterie suite à une décision paternelle. En effet, le roi estime que sa fille, arrivée en âge de se marier, doit épouser un prince. Le prétendant est le prince Alf, mais Alfhild ne souhaite pas se marier tout de suite. Et pour des raisons qui nous échappent encore, elle décide de se transformer en une véritable guerrière des mers. La princesse s'entoure d'un équipage composé d'hommes et de femmes et sillonne les mers en attaquant les navires chargés de marchandises en provenance des pays baltes, des îles britanniques et de Russie. Sa réputation la précède et Alfhild fait des ravages. Mais le prince Alf n'a jamais renoncé à son mariage et se lance à sa poursuite. Il finit par la retrouver et la princesse accepte de l'épouser. Son aventure dans la piraterie s'arrête de façon aussi brusque et intrigante qu'elle a commencé. Les exploits d'Alfhild ont été couchés par écrit par le moine Saxo Grammaticus dans son ouvrage Gesta Danorum au XIIIe siècle. Il latinise son nom en Alvida. 400 ans plus tard, l'archevêque d'Uppsala Olaus Magnus raconte à nouveau les exploits de la princesse pirate dans son recueil Histoire des pays septentrionaux. Évidemment, il est difficile de faire la part entre le mythe et la réalité dans l'histoire d'Alfhild. Quoi qu'il en soit, comme nous l'avions discuté dans notre vidéo sur la guerrière de Birka, beaucoup de sources semblent attester de l'existence de guerrières scandinaves. Il est donc tout à fait possible que des femmes se soient adonnées à des activités de piraterie. On reste sur le continent européen, mais on va plus à l'ouest et on change d'époque. Nous voici au XIVe siècle dans le duché de Bretagne. Jean III de Bretagne est mort sans héritier et 2 prétendants s'affrontent pour monter sur le trône ducal, Jean de Montfort et Charles de Blois. Les Anglais comme les Français, déjà opposés depuis 2 ans dans la guerre de 100 ans, lorgnent sur la péninsule. La guerre de succession au trône de Bretagne a débuté et elle va emporter dans son tourbillon la vie d'Olivier IV de Clisson. Marié en 2e noces à la vendéenne Jeanne de Belleville, Olivier de Clisson, qui possède un territoire correspondant à la Loire-Atlantique actuelle, est un personnage emblématique du territoire breton. Malheureusement, son existence va prendre un tournant tragique en ce jour de l'été 1343, où le roi de France l'invite à un tournoi à Paris. Heureux de pouvoir y défendre les couleurs de la Bretagne, Olivier décide de s'y rendre au mépris des avertissements de sa femme qui se méfie de la maison des Valois. Le roi de France, convaincu qu'Olivier de Clisson avait prêté allégeance aux Anglais et était prêt à attaquer la couronne de France, décide, au mépris de toute justice et de toute règle de la chevalerie, de le faire arrêter dans l'enceinte des joutes et de le faire condamner à mort sans procès. Il est décapité en place publique à Paris et sa tête fut envoyée à Nantes, la capitale bretonne, pour y être exhibé sur les remparts. La mort brutale de son mari déclencha chez Jeanne de Belleville une fureur incontrôlable qui se mua en une vengeance sanguinaire. Elle traîne ses fils Guillaume et Olivier jusqu'à Nantes et les force à regarder la tête tranchée de leur père pour faire mûrir en eux la même haine vengeresse qui l'habite désormais. Jeanne décide que le sang doit être vengé par le sang. Just reign, just down. Elle réunit tous les seigneurs bretons favorables à la cause des Montfort et aussi le Valois. Elle lève une armée de 400 hommes et décide d'éliminer méthodiquement tous les alliés au roi de France en Bretagne. Elle vend ses bijoux et tous ses biens, refuse de se rendre et sèmera la mort sans aucune pitié partout où les sabots de ses chevaux décideront de s'arrêter. Jeanne s'est probablement même livrée à des combats au corps à corps, mais elle a surtout brûlé et tué tous ceux qui ne s'étaient pas ralliés à sa cause.
Soutenue par le roi anglais Édouard III, qui lui offre une flotte, elle sillonne la Manche en défendant fièrement les armoiries de la maison de Clisson, un lion gueule ouverte avec pour devise « Pour ce qu'il me plaît ». Jeanne ne va avoir de cesse, durant les 13 années qui viennent, de persécuter les navires français en massacrant systématiquement leurs équipages. Elle va même ravager une partie des côtes normandes. Mais au bout de 13 longues années, Jeanne doit abandonner et décide de se rendre à Morlaix, ville acquise à la cause des Montfort après la mort de son jeune fils Guillaume. La comtesse de Montfort, Jeanne de Montfort, surnommée Jeanne la Flamme, car elle avait brûlé les soldats français faisant le siège d'Hennebont en s'introduisant dans leur campement la nuit, l'accueille à bras ouverts. La comtesse, qui lutta inlassablement toute sa vie pour conserver l'indépendance de la Bretagne, prendra soin, avec le roi anglais, de Jeanne de Belleville. On a surnommé Jeanne de Belleville la tigresse de Bretagne. C'était une véritable femme pirate puisqu'elle a semé la mort et la désolation en mer. Mais contrairement aux pirates traditionnels, elle ne réclamait pas de rançon et ne cherchait pas à s'enrichir. Elle ne cherchait qu'à détruire par amour, vengeance et fidélité patriotique. Une figure qui fait écho à Jeanne de Belleville se nomme Saïda Al-Houra. Saïda Al-Houra est une contemporaine et une alliée du pirate turc Barberousse. Avec lui, elle régna sur la Méditerranée, elle sévissant à l'ouest et lui à l'est. Elle est issue de la famille des Banu Rachid, illustre famille musulmane qui vivait autrefois dans l'Espagne arabe. Saïda naît vers 1485 et grandit dans le royaume de Grenade, alors gouverné par les musulmans. Saïda, dont le vrai nom est peut-être Aïcha, a donc vécu la prise de Grenade par les souverains Ferdinand et Isabelle de Castille et l'exil de sa famille au Maroc. Son père, fondateur et prince de la ville de Chefchaouen, lui offre une enfance paisible. Mais il semblerait que la chute du royaume de Grenade, dernier royaume musulman d'Espagne, et l'exil forcé de sa famille les marquaient à vie. Elle épouse le prince de Tétouan, Ali al-Mandri, et à sa mort en 1515 prend le nom de Saïda al-Houra, que l'on peut traduire par la noble dame libre et s'investit dans la piraterie. Elle noue une alliance avec Barberousse et décide de se venger de la chute du royaume de Grenade en livrant une guerre maritime aux Espagnols et aux Portugais. Considérée par ses ennemis comme une véritable reine, elle fait de nombreux prisonniers, pille les bateaux et obtient des rançons au montant astronomique. Alors qu'elle est au sommet de sa gloire et au fait de son règne, elle épouse le roi du Maroc et finit sa vie privée de ses biens et de son pouvoir. Les nombreuses sources écrites espagnoles et portugaises, en plus de sa réputation en Méditerranée, font de Saïda Al-Houra une des plus grandes pirates de l'histoire arabo-musulmane. On souligne qu'elle semble davantage réputée pour son indépendance et sa souveraineté que pour la violence de ses faits d'armes. Autre temps, autre personnage. On part enfin pour les mers chaudes des Caraïbes à la rencontre d'une des femmes pirates les plus pittoresques, Anne Bonny. Née entre 1697 et 1700, Anne est la fille illégitime d'un avocat irlandais. Frappé par le scandale, son père est contraint de partir s'installer en Amérique avec sa famille. Il y fait fortune, mais décide de renier sa fille le jour où elle lui annonce son mariage avec le pirate James Bonny. C'est donc par amour qu'Anne tombe dans la piraterie. Le couple de pirates amoureux part s'installer à New Providence, aux Bahamas, véritable capitale des pirates des Caraïbes. Ils y font la connaissance de Jack Rackham, pirate célèbre entre autres pour ses accoutrements hauts en couleur et capitaine du navire Revenge. Anne devient la maîtresse de Jack et en compagnie de ses deux amours de pirates, s'initie encore un peu plus aux codes et aux règles de ce monde et de cette communauté. Le ménage à trois finit par prendre l'eau et Anne quitte le navire de James pour plonger à corps perdu dans la vie de Jack. Les exploits du couple leur bâtissent une solide réputation de brigands des mers dans toute la Caraïbe. Le couple s'allie à une autre femme pirate très célèbre, Mary Read, et fait fortune en détroussant les équipages qui ont le malheur de croiser leur route. Ils sont particulièrement connus pour avoir mis la main sur de nombreuses cargaisons de thé. Le gouverneur anglais de la Jamaïque, excédé par ses pertes de biens précieux et ce déploiement de violence, demande au capitaine Jonathan Barnett de traiter avec le couple. Le Revenge est abordé par les troupes anglaises. L'équipage, ivre-mort, ne parvient pas à les repousser. Seules les deux femmes, Anne et Mary, parviennent à les maintenir à distance. Mais le Revenge est neutralisé. Rackham est condamné à la pendaison. On rapporte qu'Anne aurait dit à son époux peu avant son exécution ces mots cinglants: « Je regrette de vous voir dans un tel état, mais si vous vous étiez battu comme un homme, vous n'auriez pas à mourir comme un chien. » Les deux femmes échappent à la peine capitale, mais Mary finit par mourir de la fièvre jaune et Anne est graciée par le gouverneur la veille de Noël.
On part maintenant en Chine à la rencontre d'une autre femme pirate particulièrement redoutable. À la fin du XVIIIe siècle, une prostituée chinoise du nom de Qing Shi est faite prisonnière par un groupe de pirates. Elle finit en 1801 par épouser leur chef Cheng Yi, qui dirige une flotte composée de 300 navires et entre 20 000 et 40 000 hommes. À la mort de Cheng Yi, sa veuve prend la tête de son armée aidée par le fils adoptif de son défunt mari, Chang Pao. Ensemble, ils développent leur activité de piraterie et finissent à la tête d'une armée composée de 1800 navires et de 80 000 hommes. Qing Shi devient la souveraine d'un véritable état marin et semi-nomade avec ses propres lois et sans aucune pitié pour les rebelles. Qing Shi et Chang Pao finissent par entretenir une relation amoureuse. Leur empire maritime sème la terreur entre Canton et Macao, lève les impôts sur les villes et les villages côtiers, mène des raids meurtriers, fait des prisonniers et défend tous ceux qui décident de se soumettre à la loi des pirates. Les navires européens naviguant en mer de Chine sont également la proie de la femme pirate et de nombreux Britanniques sont faits prisonniers. En 1808, le gouvernement chinois décide de mettre un terme aux activités de piraterie de Qing Shi en livrant toute une série de batailles qui se révéleront toutes infructueuses. La femme pirate à la tête d'une des plus impressionnantes flottes de l'histoire de la piraterie, nommée la flotte au drapeau rouge, n'a pas seulement le gouvernement chinois pour ennemi. Un autre pirate, Opotae, considéré comme le deuxième plus grand pirate d'Extrême-Orient, décide de s'en prendre à elle. Il signe une armistice avec le gouvernement et met sa flotte au service de la lutte contre Qing Shi. Finalement, en 1810, après des défaites infligées par la marine portugaise, la dame de Canton décide d'accepter de signer une armistice avec l'Empire chinois. Sur les près de 18 000 pirates composant la flotte de Qing Shi et son fils adoptif et amant à cette époque, seules quelques centaines seront punis et condamnés par l'Empire. Les autres devront seulement rendre les armes et mettre un terme à leur carrière de pirate. La femme pirate demande au gouvernement de casser le lien mère-fils qui l'unit à Chang Pao et d'officialiser leur union. En 1813, elle donne naissance à leur premier enfant. Chang Pao meurt en 1822 et Qing Shi ouvre une maison de jeu et un bordel. Elle meurt à 69 ans, mettant un terme définitif à la carrière de la plus célèbre femme pirate d'Extrême-Orient. Évidemment, l'histoire compte encore de nombreuses femmes pirates dont les vies sont plus ou moins bien documentées. Car quand on parle de pirates, et qui plus est de femmes pirates, la frontière entre la réalité et la légende est souvent très ténue. On espère que ce voyage en mer avec nous vous a fait bien voyager à travers le temps et l'espace. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et de partager en masse cette vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.